France Inter. Radio Star Berlin. It's Morning Edition from NPR News. France Inter, le 18-20. Devine qui vient de dîner ce soir. Volodymyr Zelensky est à Paris, attendu dans le bureau d'Emmanuel Macron avec Olaf Scholz, le chancelier allemand. Il était au Royaume-Uni aujourd'hui, il y est encore d'ailleurs. Il sera à Bruxelles demain. Une tournée européenne du président ukrainien qui entend demander plus pour aller plus vite dans une guerre qui stagne, ce qui est peut-être une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. On verra tout ça avec notre invité dans un tout petit instant. Le bruit du monde est au Québec et reste un peu en Ukraine. On va vous raconter l'histoire de ces jeunes hockeyeurs qui étaient tous réfugiés un peu partout en Europe, où certains restaient en Ukraine et qui montent une équipe pour participer à une compétition. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Corinne Audouin a trouvé la Belgique qui a un nouveau sélectionneur pour son équipe de foot. La Norvège qui montre l'exemple sur les voitures électriques et Jair Bolsonaro qui coule une retraite au soleil de Floride. 18h50, le cinéma en VO et Corinne Pellissier avec Emmett Till, l'histoire terrible du lynchage d'un jeune noir que sa mère a voulu enterrer cercueil ouvert pour montrer les marques de torture subies par son fils. Un film boudé aux Oscars d'ailleurs. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four qui reviendra lui aussi sur la visite à Paris de Volodymyr Zelensky. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde. Bonsoir Frédéric Ancel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes géopoliticologue, vous êtes maître de conférences à Sciences Po, professeur à la Paris School of Business. Vous avez notamment écrit Les voies de la puissance, penser la géopolitique du 21e siècle. C'est aux éditions Odile Jacob. On rejoindra Richard Place dans un petit instant qui a suivi la visite à Londres de Volodymyr Zelensky. Évidemment, une visite du président ukrainien, ça s'annonce pas à l'avance. Sécurité oblige. On sait qu'il est sorti qu'une fois. C'était pour aller à Washington, mais l'ordre a du sens et nous dit des choses, Frédéric Ancel. Les Anglais d'abord, nous après, l'Europe derrière. Oui, c'est vrai. D'abord parce que les Britanniques ont été sur le continent européen, parce qu'évidemment ils sont plus dans l'Union européenne, ils ont été les plus prodigues. C'est le moins qu'on puisse dire, à la fois sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi quelque part une rétribution, donc un cadeau apporté au Premier ministre actuel britannique, qui quand même dans les sondages n'est pas le mieux placé. Deuxièmement, la France, parce que du coup, au sein de l'Union européenne et de l'OTAN sur le continent européen, mine de rien, la France reste la première puissance politique et militaire. Donc ça, c'est d'autant plus important à rappeler que, j'allais presque dire, par un faux paradoxe, les Français sont considérés par les Ukrainiens, les Polonais, les Baltes, comme n'étant pas les plus farouches soutiens de l'Ukraine jusqu'à présent. Autrement dit, c'est aussi parce que la France est tout ça, qu'il faut y venir. Donc la convaincre de faire toujours plus et mieux, et en même temps, remercier publiquement, ou Orbi et Orbi, Emmanuel Macron pour ne pas quand même politiquement l'accabler. Alors on reviendra effectivement sur le sens devant chacun des personnages qu'il rencontre, mais j'imagine qu'il entend aussi Volodymyr Zelensky monter une petite musique en Europe en ce moment, une petite musique qui dit il va falloir commencer à négocier, il va falloir commencer à parler compromis, la diplomatie doit retourner dans le jeu, faut-il un débat parlementaire à chaque fois qu'il y a une grosse livraison d'armes? Est-ce qu'il a peur qu'on lâche Volodymyr Zelensky? Est-ce qu'il est en train d'essayer aussi de nous, pardon de l'expression, de nous marquer à la culotte? Oui, alors sinon de le lâcher en tout cas, sinon de se faire lâcher, il a peur qu'on exerce des pressions pour qu'il cesse de vouloir récupérer pour qu'il renonce à une partie de son territoire. De son territoire. C'est ça en fait. Au fond, tout l'enjeu il est là. Et il n'est pas stupide, il comprend bien et il voit bien, il constate tous les jours que les armes tout à fait conséquentes que les Occidentaux lui donnent, lui prodiguent, y compris les Américains, ne sont pour l'essentiel pas des armes offensives. Et en tout cas, ce ne sont pas des armements qui lui permettraient de jouer, sinon d'égal à égal, en tout cas de tenter de récupérer avec succès les territoires et en particulier la Crimée. Or, en Occident, à tort ou à raison, on considère que la Crimée annexée dès 2014 serait une ligne rouge totale à ne pas dépasser pour les Russes. Donc, on l'aide sans l'aider jusqu'au bout. Il en a conscience et je pense par ailleurs qu'il cherche à s'adresser aux opinions publiques. Parce que pour l'instant, il a eu la chance, au sens climatique du terme, puisqu'il fait pas trop froid en Europe. Et donc, ce que j'appelle non pas le kilomètre émotion, mais l'assiette émotion, ou le chauffe-eau émotion, pour l'instant n'a pas joué. Et les opinions publiques occidentales, y compris d'ailleurs dans l'Europe de l'Ouest, donc très éloignée de l'Ukraine, globalement
continue de soutenir l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine. Ça pourrait changer. Et ça, il essaye bien évidemment de couper l'herbe sous le pied d'un tel phénomène. Ça veut dire qu'il faut qu'il se montre. En fait, il faut les discours, il faut même la visite symbolique dont on ne sait pas où elle sera dans Paris aujourd'hui, mais il faut qu'il y ait des caméras devant Volodymyr Zelensky. Il sent ça en tout cas. Absolument. Qu'il s'humanise davantage encore que ce qu'il a fait jusqu'à présent par Zoom. Parce qu'au fond, il est intervenu devant beaucoup de parlements dans le monde entier. On le voit à la télévision très souvent et au fond, c'est tout à fait, enfin, c'est justifié. Lui, il fait son job de chef d'État agressé. Mais s'il vient effectivement s'adresser, en particulier, j'insiste, en Europe occidentale, auprès des principales puissances de ce continent, ce n'est pas rien. Ça veut dire quelque chose d'humain. Ce qu'il voit aussi, j'imagine, c'est que la guerre est à un point de stagnation. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'avance plus et que même le rapport s'est pas tout à fait inversé, mais enfin, presque. On sait qu'on est en train de s'installer dans une guerre qui sera extrêmement longue, qui peut même être très longue. Le temps joue pour les Russes, Frédéric Ancel, et les Ukrainiens deviennent vulnérables au moment où on se parle. En tout cas, dans le schéma d'un combat de sumo dans la boue, c'est-à-dire sans possibilité pour l'un ou pour l'autre de lancer une offensive décisive, à moyen ou long terme, effectivement, les Russes sont plutôt favorisés. Ne serait-ce d'ailleurs que parce que pour l'instant, si tout s'arrêtait, on ne pourrait que constater que les Russes ont croqué environ 20% du territoire ukrainien. Et que l'Ukraine, évidemment, a 0% du territoire russe. Or, la possession territoriale en guerre depuis la nuit des temps, c'est l'une des sinon là, le critère principal de la victoire ou de la défaite. Donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, parce que la Russie dispose aussi encore de fonds liés à ses réserves à peu près inépuisables en gaz et en pétrole. Et puis, attendez, aussi parce que le système russe aujourd'hui est très autoritaire. Donc, M. Poutine n'a pas besoin de retourner devant les électeurs, pour être honnête. Donc, pour toutes ces raisons, vous avez raison. Globalement, le temps joue plutôt en faveur de la Russie, à condition qu'il n'y ait pas de nouveau grignotage comme en septembre dernier en faveur de l'Ukraine. Parce que grignotage après grignotage, on va arriver à la limite de la Crimée. Est-ce que ça veut dire que cette fameuse offensive russe qu'on attend, qu'on nous promet, dont on nous dit qu'elle peut être rapide, et c'est bien pour ça d'ailleurs que Zelensky nous pressait sur les chars. Est-ce qu'on n'en parle plus de cette grande offensive russe ? Est-ce qu'on dit qu'ils n'ont pas les moyens de toute façon et qu'il y a une clause de revoyure, si je puis dire, au mois de mars, au moment du début du printemps ? Pas les moyens, pas la détermination des soldats, peut-être même pas le nombre d'ailleurs de soldats. Jusqu'à présent, alors tout le monde s'est beaucoup trompé, mais enfin quand même, aujourd'hui, une grande offensive russe, donc sur la base d'armes nouvelles, ou en tout cas, sinon nouvelles, de fraîchement arrivées, qui proviendraient d'ailleurs de pays puissants comme la Chine. Je n'y crois pas. J'y crois pas. Pour l'instant, en tout cas, rien n'indique que Poutine est capable de lancer cette grande offensive victorieuse en mars prochain. Alors on va revenir sur la relation spécifique avec Emmanuel Macron, celle avec Olaf Scholz aussi, et puis avec l'Europe. Mais puisque le premier déplacement était pour Londres, je voudrais qu'on salue Richard Place. Bonsoir Richard. Bonsoir. C'est vrai que c'est normal, bien sûr, qu'il aille chez vous d'abord en soi, puisque Frédéric Ancel le rappelait, la Grande-Bretagne est le plus grand fournisseur d'armes après les États-Unis. On sait bien qu'il vient pour dire merci, pour en obtenir plus. Et d'ailleurs, dans la rhétorique de Zelensky, il y a quelque chose qui dit, quand il quitte les parlementaires, et merci pour les avions, même s'il n'a pas officiellement pour l'instant d'avion. Exactement, il n'y a pas encore de feu vert formel pour ça. Il a d'ailleurs bien fait rire toute l'Assemblée avec cette chute en forme de pirouette, mais qui est une vraie demande, qu'il a d'ailleurs plusieurs fois répétée pendant son discours. Et on a bien senti une inflexion aujourd'hui du côté du pouvoir britannique sur ce sujet, puisque dès ce matin, à l'annonce de la venue de Volodymyr Zelensky, Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, dit « Nous allons, entre autres annonces, former des pilotes ukrainiens pour des avions modernes, des avions de dernière génération, même si pour l'heure ils n'en ont pas. Et puis dans la journée, on entend dire nous pouvons envisager la livraison de ces avions à long terme, dont on ne sait pas ce que ça veut dire réellement. Est-ce que ça veut dire après cette guerre face à la Russie? Mais en tout cas, le terme est prononcé de la livraison de ces avions. Et ce soir, le ministère de la Défense est officiellement sollicité par Downing Street pour réfléchir dès aujourd'hui sur le type d'avion qui pourrait être livré par le Royaume-Uni. Donc, en une journée, Volodymyr Zelensky a quand même fait bouger les choses. Est-ce que, on en parlait à l'instant avec Frédéric Ancel, qu'est-ce qui se passe de votre côté? On la connaît, la situation économique qui est terrible au Royaume-Uni. Est-ce que le peuple anglais remet en cause, questionne cette aide massive ou pas du tout? Des questions, il y en a, mais elles ne sont pas, pour le coup, massives, ces questions-là. Il n'y a pas une remise en question, finalement, de cette aide qui est apportée à l'Ukraine, même si quand la somme est évoquée, 2,5 milliards d'euros d'équipements militaires envoyés par le Royaume-Uni
en Ukraine depuis le début de ce conflit. Quand cette somme est évoquée et que l'on parle dans le même temps de gens qui n'arrivent pas à se chauffer ici à cause du prix de l'énergie qui s'envole, d'infirmières qui sont obligées d'aller dans les banques alimentaires parce qu'elles n'obtiennent pas les augmentations de salaire qu'elles demandent dans la rue, évidemment, dans ces moments-là, ce sujet peut ressurgir par moments, mais ce n'est pas le sujet qui focalise l'attention de la population. Et Richard, j'ai une question subsidiaire rapidement. Est-ce que tous les chefs d'État qui passent aussi par la case Charles III, ou est-ce que cette rencontre-là avait quelque chose d'exceptionnel ? Oui, elle a quelque chose d'exceptionnel. C'est clairement le sommet de la rencontre officielle pour un chef d'État qui se déplace ici à Londres. Il aurait pu rencontrer le prince de Galles, ce qui avait été le cas d'ailleurs il y a 2 ans et demi quand il est venu, Volodymyr Zelensky une première fois, et le prince de Galles à l'époque, c'était Charles. Eh bien aujourd'hui, il rencontre le roi à Buckingham. Donc oui, c'est un signe aussi de l'importance que revêt cette visite pour le Royaume-Uni. Merci beaucoup Richard Place. Frédéric Ancel, on a beaucoup attendu avant de livrer des chars, les Allemands encore plus, Olaf Scholz encore plus, qui sera là donc avec Emmanuel Macron. Sur les avions, est-ce que la porte est fermée, entrouverte, ouverte ? On en est où, nous ? Moi, je pense qu'elle est entrouverte sur du moyen ou du long terme. Je ne crois pas à la livraison de chasseurs-bombardiers français à court terme à l'Ukraine. Du reste, ça a été très bien dit par votre correspondant, on a un feu vert britannique, oui, enfin pour la formation des pilotes. Pour l'instant, il y a des pilotes, mais il n'y a pas d'avion. Mais pour des avions à moyen terme, ça veut dire quoi ? Déjà des chars, de toute façon, on sait bien que c'est du moyen terme parce que ça se manie pas comme ça. Donc on parle de mois, on est d'accord ? Alors on parle de mois ou d'années, et surtout on parle d'après un cessez-le-feu. Moi, je suis absolument convaincu que les Occidentaux, avant un cessez-le-feu sérieux, signé avec, je ne parle pas d'un accord de paix, mais au moins d'un cessez-le-feu signé avec Poutine, prendront leur temps pour livrer des armements stratégiques. Je ne parle pas nucléaire, bien évidemment, stratégiques au sens de leur puissance à l'Ukraine. Ce à quoi Volodymyr Zelensky pourrait répondre qu'à chaque fois que l'Ukraine a demandé des armes, on lui a donné petit, et puis un peu plus, et puis un peu plus, qu'il lui a fait dire récemment, si vous nous aviez donné beaucoup tout de suite, on en serait exactement au même point, mais on aurait mieux avancé dans la guerre. C'est pas faux, en même temps, on ne refait pas l'histoire. Je pense surtout qu'à chaque fois, à chaque étape, on a volé au secours de la victoire des Ukrainiens. Parce qu'en réalité, ceux qui se battent sur le terrain, ce sont les Ukrainiens. Et les premiers jours et les premières semaines, très franchement, ils n'avaient pas grand-chose. Donc si j'inverse moi aussi le postulat, si les Russes l'avaient emporté dans les premiers jours, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas de livrer des avions à une Ukraine qui, de toute façon, serait inféodée à la Russie. Le sens de la visite à deux, Emmanuel Macron, mais aussi avec Olaf Scholz, je disais tout à l'heure qu'effectivement Scholz avait mis un certain temps, puis on sait aussi que les relations avec Macron étaient froides, surtout au début de la guerre. Il y avait cette expression macronée en Ukraine qui était une espèce de manière de dire qu'on ménage la chèvre et le chou. Où est-ce qu'ils en sont ces deux-là aujourd'hui ? Ils en sont mieux, parce que ces derniers mois, d'abord Emmanuel Macron a comment dirais-je, proféré moins de termes effectivement choquants aux yeux des Ukrainiens. Lorsque le printemps dernier, Emmanuel Macron avait dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie, alors que la Russie était objectivement l'État à la fois le plus puissant et agresseur, c'était évidemment très compliqué. Bon, ça franchement aujourd'hui il le fait moins. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on n'a pas de roi, on n'a pas de Buckingham Palace, mais en termes protocolaires, inviter Monsieur Scholz à côté de Monsieur Macron, c'est pas mal. C'est-à-dire que on est en train de dire à Monsieur Zelensky, bon, on vous donne pas autant que ce que vous souhaiteriez, mais malgré tout, on est quand même avec vous. Je rappelle quand même que l'artillerie, enfin les fameux canons César, sont considérés, y compris par les Américains, comme la meilleure artillerie du monde. Donc on en a livré quand même beaucoup, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, ça signifie que avec Scholz, on est tous les deux, on va vous écouter tous les deux. Il vient spécialement à Paris, le chancelier d'Allemagne. Je dirais que c'est quand même un plus. Là aussi, on a une forme d'exceptionnalité proposée par la France. Et est-ce que, du point de vue de Charles Michel et de Ursula von der Leyen, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut dire, dites donc, on vous avait invité avant, pardon de le dire comme ça, mais est-ce qu'il peut y avoir une forme une mini-vexation ou pas ? Oui, mais les États reprennent leurs droits. Vous savez, dans les relations internationales et en matière de défense, l'État prime et continue, me semble-t-il, de primer. Alors c'est vrai que Madame von der Leyen a pris ces derniers mois où s'est auto-accordé des prérogatives extrêmement importantes. Bon, on peut en débattre à l'infini. Malgré tout, à la fin des fins en droit international, les États sont souverains. Et je rappelle un dernier point, c'est que l'Union européenne est une alliance à vocation économique, certainement pas à vocation stratégique ou militaire. Mais est-ce qu'il en apprendra donc du coup beaucoup plus après avoir été à Londres, puis à Paris, avoir rencontré Emmanuel
Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Est-ce qu'il en apprendra beaucoup plus à Bruxelles demain? Est-ce que cette rencontre est du coup moins importante qu'elle aurait dû l'être ou pas? Je pense qu'à Bruxelles, ce sera moins important pour une raison simple, c'est que Bruxelles, c'est 27 États. Or, la moitié de ces États, enfin toute l'Europe orientale, est déjà absolument, résolument favorable à M. Zelensky. Donc, qu'est-ce qu'il va trouver de plus à Bruxelles, après être passé par Londres et Paris, enfin Paris et Berlin finalement quelque part? Je ne suis pas certain que ce soit autre chose que symboliquement qu'il va à Bruxelles demain. Et peut-être quelques mots aussi sur son adhésion à l'Europe, parce qu'on a bien vu en ce moment qu'il faisait beaucoup de ménage en termes de corruption, donc il est en train de donner des gages aussi à l'Union européenne. Peut-être qu'il attend aussi des signes qui viendront de là. Oui, franchement, je crois que c'est pour ça qu'il va à Bruxelles. C'est pour donner des gages. Il en a déjà donné d'ailleurs, puisqu'un certain nombre de personnalités ont été limogées. Il en a cruellement besoin, parce que après le cessez-le-feu hypothétique que j'évoquais tout à l'heure, en étant peut-être un petit peu optimiste, il y aura, et c'est le grand enjeu de l'Ukraine évidemment, le dossier de l'intégration à l'Union européenne. Et là, pour le coup, ça ne peut pas passer par Londres par définition, et Paris et Berlin, ça ne suffit pas, évidemment. Pour ça, il faut convaincre Bruxelles. Tout comme le tribunal spécial pour juger les crimes de guerre, notamment, qui va être mis sur la table demain, effectivement, aussi, et qui est aussi un gage, au fond, donné à Volodymyr Zelensky, non? Oui, mais j'ai envie de vous dire que là, Bruxelles ne suffit pas. Là, il faut monter au Conseil de sécurité. Problème, au Conseil de sécurité, je crois que ça n'aura échappé à personne, il y a un pays qui s'appelle la Russie. Et donc, mais enfin, si on a déjà les 27 États de l'Union européenne favorables à ce type de procédure, oui, je pense que là aussi, il marque des points. Mais encore une fois, Bruxelles, ça n'a rien de militaire ni de stratégique. Frédéric Ancel, merci beaucoup. Merci de ces éclairages. On y reviendra dans un tout petit instant d'ailleurs à ce sujet. Merci encore. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, c'est le bruit du monde. Ça se passe au Québec. Ça nous laisse un peu en Ukraine aussi, avec cette équipe de jeunes hockeyeurs ukrainiens montés spécialement pour participer à un tournoi. Ils sont arrivés, ils sont devenus la mascotte du Québec. Et pour nous emmener jusqu'à 19h, Corinne Audouin sous les radars. Du sport aussi, je vais vous parler du nouveau sélectionneur de l'équipe de football de Belgique et vous expliquer pourquoi on l'appelle Laptop Coach. Le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier avec le film Emmett Till, l'histoire du lynchage d'un tout jeune homme, une étape décisive dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Bonsoir à tous. Je vais rebondir sur les échanges que vous aviez à l'instant avec Frédéric Ancel. On va voir que ce déplacement de Zelensky dans les capitales européennes est un révélateur des inquiétudes ukrainiennes. Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète, ce n'est pas fini. Voici Jan Verstraeten, Goodbye World, un artiste belge. Il est flamand. C'est la révélation des transmusicales de Rennes l'année dernière. Take my house, take these stones, I don't care. Take my home, take my clothes, my fancy shoes, I don't need it anymore. 'Cause I wanna fly so high, be naked in the sky and disappear with you. People, all these people talking, always talking. I don't care about your job, I don't wanna change the world, I just wanna be a little bird. 'Cause I wanna fly so high, be naked in the sky and disappear with you, disappear with you. Oh, you, yeah, you. When we're up in the sky, no more people sucking me dry. When we're up in the sky, dancing naked, free from all the troubled minds. Goodbye troubles, goodbye world, goodbye lovers, no more hurt. Goodbye job, goodbye rain, no more worries, no more pain. I'm climbing up into the sky, so high. Woo!
Le bruit du monde ce soir est au Québec, pays de hockey s'il en est, où sont arrivés il y a une semaine une équipe de 18 joueurs de hockey ukrainiens. Ils ont entre 11 et 12 ans. En un rien de temps, ils sont devenus la mascotte du Québec. Ils participent au 63e tournoi international Pee-Wee qui réunit 120 équipes venues d'une quinzaine de pays. La compétition démarre aujourd'hui même. L'histoire de ces Ukrainiens est un récit incroyable. Certains sont réfugiés en Roumanie, d'autres en République tchèque, en Allemagne, d'autres sont restés en Ukraine. Et c'est un entraîneur de hockey en Ukraine, accompagné d'un mordu de ce sport au Québec, qui ont réussi l'impossible, constituer une équipe, participer au tournoi. Le reste, c'est Pascal Guéricola qui raconte. Nikita, Stepa et Kovalenko Artyom. Concentré, l'entraîneur ukrainien Yevgeny Pissanenko prépare ses joueurs sur une patinoire intérieure de Québec. Un peu plus haut dans les gradins, son complice québécois, Sean Berube, suit l'entraînement. Ancien coéquipier de jeu il y a 30 ans à Kiev, le duo a réussi un exploit incroyable. Ils ont réuni des jeunes mordus ukrainiens de hockey dispersés dans plusieurs pays pour qu'ils puissent participer au tournoi de Québec. Parmi les obstacles rencontrés figure l'autorisation de voyage des parents, comme l'explique Sean Berube. La plupart de ces joueurs-là, ce sont des réfugiés dans les pays limitrophes autour de l'Ukraine. Ça prend aussi la signature des pères. Et puis, il y a plusieurs pères qui sont au front. On est obligé de communiquer avec des gens de l'armée ukrainienne qui ont utilisé des messagers là, pour que les pères signent l'autorisation là, de voyage. Malheureusement, le Québécois a appris une mauvaise nouvelle en sollicitant la mère d'un joueur. On m'a seulement renvoyé un certificat de décès. C'était le décès du père là, qui était décédé au combat. Présentement, dans l'équipe, là, on a 4 autres joueurs que leurs pères sont au combat. Là, moi. Les deux complices ukrainiens et québécois ont consacré beaucoup d'énergie à monter cette équipe improbable pour sortir les joueurs de leur quotidien marqué par la guerre. Ce jour-là, la communauté ukrainienne de Québec reçoit les familles québécoises qui les accueillent pendant 3 semaines, comme Julie et Rémi. Ça nous a touché au cœur. C'est juste pour offrir je sais pas, un petit brin de normal dans ce qu'ils peuvent vivre présentement. C'est ça l'important. Là. C'est des jeunes enfants, fait qu'on veut qu'ils vivent une belle expérience. On voulait s'impliquer à notre manière. Sean Berube, qui a déboursé près de 30 000 € pour organiser le voyage des jeunes garçons, sourit en les regardant s'amuser dans le gymnase. Ça leur change les idées, là. Par exemple, il y en a un qui a les cheveux longs, là. OK? La première journée, je l'avais pas vu sourire une fois. Il y a 3 joueurs comme ça, là, qui étaient très renfermés, puis là, ils sont vraiment dégênés. Là. Je pense que ça a fonctionné. Ça me touche vraiment, là, tout ce que le monde fait ici pour eux. C'est chambres d'hôtel pour les entraîneurs, les autobus, commandite pour les autobus d'aller chercher à Montréal, de l'équipement de hockey, des activités aussi. Donc, ils sont vraiment aimés. Une petite tempête de neige qui commence, avec la chaussée enneigée. L'après-midi se termine et Olivier rentre chez lui avec ses 2 jeunes invités. Tiens, je vais vous laisser débarquer pour être pris dans la neige. Lui-même entraîneur de hockey, ce père de 3 enfants se souvient encore de la victoire de l'équipe d'Ukraine au tournoi de Québec il y a 30 ans. Les performances des joueurs actuels l'étonnent. Je trouve ça surprenant parce que c'est des jeunes qui n'ont pas pu jouer ensemble beaucoup avant, mais ils ont un jeu d'équipe incroyable. C'est sûr qu'ils ont des bons joueurs individuels, mais leur jeu d'équipe est vraiment excellent. À peine rentré, le jeune Nikita commence à jouer au hockey, au grand amusement de Marie-Claude, la conjointe d'Olivier, et de leur fille, Sofiane. Il rapporte son bâton à tous les soirs pour jouer avec la balle. Ça écoute le hockey le matin quand ça se réveille. Après le souper, c'est tout le temps le hockey. Tout le temps. Yegor. Zvate Yegor. Il se nomme Yegor. Installé avec ses protégés, Rémi teste les mots d'ukrainien qu'il apprend depuis quelques mois. Une famille récemment arrivée à Québec facilite le dialogue par téléphone. Lorsqu'on demande à Nikita s'il veut rester ici après le tournoi, sa réponse fuse. Oui, j'aimerais rester à cause du hockey. Le hockey au Canada est génial et l'environnement général est meilleur ici. Je l'aime mieux qu'en Ukraine. C'est samedi que les joueurs ukrainiens joueront leur premier match au tournoi contre une équipe américaine.
Le jeune Oleksiy explique comment leur entraîneur les prépare à ce moment important. Il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de musique, de vidéos. Il nous a dit de ne pas faire attention au public, de nous concentrer sur nos coéquipiers, notre entraîneur sur la patinoire et le palais. Jamais le tournoi Pee-Wee de Québec n'a vendu autant de billets pour un match. La foule samedi sera en blanc, en signe de paix pour l'Ukraine. Pascal Guéricola pour le reportage. Merci beaucoup Pascal. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Corinne Audoin. Allons d'abord en Belgique, Corinne. Après un mondial raté au Qatar, l'équipe de football national a donc un nouveau sélectionneur. Oui, ça faisait 2 mois que les Diables Rouges cherchaient leur Didier Deschamps. Et comme partout, Fabienne, en Belgique, il y a 11 millions de sélectionneurs. Tout le monde a donc un avis sur la nomination ce matin de Domenico Tedesco. 37 ans, né en Italie, il a grandi en Allemagne. Ses faits d'armes principaux, il a entraîné le club de Schalke 04 en Allemagne, puis le Spartak de Moscou. Et enfin, retour en Allemagne à Leipzig, avec qui il a remporté la Coupe d'Allemagne. Alors on entend ici Domenico Tedesco, il dit défendre c'est important, mais ce que j'aime c'est le football d'attaque, c'est voir des buts. Alors les Belges aussi, on sans doute, aimeraient voir des buts après leur élimination calamiteuse au premier tour du mondial au Qatar, alors qu'ils avaient été, on s'en souvient, demi-finalistes en 2018. Alors comme les candidats ne se bousculaient pas, la Fédération belge de football a publié une petite annonce en décembre. Cherche sélectionneur doté d'une expérience internationale, serial winner, je cite dans le texte, avec une expérience dans la gestion des joueurs du top mondial et qui sache remporter des trophées dans des compétitions de renommée mondiale. Sympa la fiche de poste. Alors Domenico Tedesco n'a aucune expérience internationale. Il a visiblement réussi son entretien d'embauche. Alors, il est diplômé en génie industriel. Il utilise les datas pour entraîner ses joueurs. Et sa nomination fait l'objet d'un accueil assez froid, citons les mots de l'ancien sélectionneur Marc Wilmots. Tedesco est un entraîneur ordinateur avec un costume et un laptop. Premier test pour le laptop coach, c'est déjà son surnom, avec les qualifications pour l'Euro 2024 qui commence fin mars. Eh ben on y est presque. On part pour la Floride prendre des nouvelles de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Il vit dans une zone pavillonnaire près du parc Disney World. On l'a vu manger du poulet frit tout seul dans un KFC. Tout seul. Tout seul. Le contraste est rude. Diriger la première puissance économique d'Amérique latine et puis mener cette existence de retraité en Floride. Jair Bolsonaro a quitté le Brésil pour les États-Unis fin décembre, juste avant que ses partisans, mécontents de la victoire de Lula, vandalisent les institutions à Brasilia. Alors Bolsonaro a condamné ces violences, mais il est sous le coup d'une enquête de la Cour suprême brésilienne. Alors à 67 ans, l'âge de la retraite a-t-il en effet sonné? Pas si sûr. C'était à Orlando il y a quelques jours. J'ai l'intention de rester actif dans la politique brésilienne, dit Bolsonaro, devant quelques centaines de partisans en Floride. On les entend dans le restaurant d'un centre commercial, chemisette bleu clair, main dans la poche. Jair Bolsonaro parle à côté d'une plante verte. Voilà, le plan est un petit peu étrange. Croit-il lui-même à un possible retour? On peut se poser la question. Il a demandé un visa de 6 mois pour rester aux États-Unis. Finalement, sa nouvelle vie de conférencier sous les palmiers en Floride ne lui convient peut-être pas si mal. On termine avec la Norvège. Le pays est champion du monde de voitures électriques et pourrait peut-être donner des leçons à toute l'Europe. Ça ne vous a pas échappé, Fabienne. En Norvège, il fait très froid, ce qui ne fait pas bon ménage avec les batteries électriques. Et pourtant, 80% des voitures neuves vendues l'an dernier en Norvège étaient des voitures électriques. Et l'objectif de la Norvège, eh bien, c'est de ne plus vendre aucune voiture thermique en 2025. C'est-à-dire dans 2 ans, avec 10 ans d'avance sur l'Union européenne. Voilà, vous l'entendez, ce bruit de sabre laser des voitures électriques. Les habitants des villes norvégiennes, paraît-il, s'habituent à entendre ce bruit plutôt que le vrombissement des moteurs. La clé du succès, bien, c'est la fiscalité. Les voitures thermiques sont très taxées. Et puis, il y a le côté pratique. Il y a des voies, des parkings réservés pour les véhicules électriques et des bornes de rechargement partout. Il y en a 3000 rien qu'à Oslo. Et ça décide à s'équiper, même ceux qui éprouvent, attention, le rekeviddeangst. Oui, les Norvégiens ont inventé un mot pour ça, évidemment.
le Reykjavik de Angst, la peur d'être à plat, sans batterie, au milieu d'un paysage gelé. En fait, les conducteurs s'habituent à anticiper, comme avec le plein d'essence, évidemment. Et quand il fait très froid, figurez-vous qu'une voiture électrique, ça démarre mieux qu'un diesel. Alors, comme le dit à l'AFP la chef de l'association norvégienne des véhicules électriques, si la Norvège peut le faire, tout le monde peut le faire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Corinne Audouin. Vous partez avec William Zivilen, Corinne, Something Beautiful. Comme j'ai coutume de dire, je crois qu'il parle de moi. Something beautiful. You make me wanna fold the map in properly, locked in a stall. Not turn the wipers on when rain starts to fall. That's ever been made. You make me wanna make the rules up as I go, so no one can play. You make me wanna break something beautiful. Something beautiful. William Zivilen, pardon, Something Beautiful sur France Inter, le cinéma en VO et Corinne Pellissier, c'est tout de suite. France Inter. Un jour dans le monde. So, we start. The body of Emmett Lewis Till has been found dead. I need to prepare you. The whole world has to see what happened to my son. Bonsoir Corinne Pellissier. Bonsoir. C'est une plongée, Corinne, cette semaine dans l'Amérique raciste des années 50 avec ce film Emmett Till, snobé lors des dernières nominations aux Oscars, qui revient sur un fait divers absolument terrible qui avait traumatisé l'Amérique, fait la une des journaux dans le monde entier. Le lynchage d'un adolescent de 14 ans, Emmett Till, devenu l'un des symboles de la lutte pour les droits civiques des Noirs. La photo de son visage tuméfié dans son cercueil avait choqué le monde entier. Emmett Till, adolescent de 14 ans, que l'on découvre au début du film, enjoué, fou de jazz, parti de Chicago en août 55 pour aller passer quelques jours de vacances chez ses cousins à Monet, dans le Mississippi. Il ne reviendra jamais vivant, lynché par un groupe d'hommes blancs après avoir osé siffler une femme dans un magasin de bonbons. C'est une page terrible de l'histoire de l'Amérique que nous raconte ici la réalisatrice Chinonye Chukwu et qui a inspiré des générations entières d'activistes. Tout le monde aux États-Unis connaît l'histoire d'Emmett Till. Martin Luther King le citait dans son discours de Washington, I Have a Dream. Bob Dylan, Kanye West ont écrit des chansons sur lui, mais
celle que l'on connaît moins, c'est sa mère, Mamie Till, celle qui a médiatisé l'affaire, qui s'est battue pour que les funérailles de son fils aient lieu cercueil ouvert, pour que l'Amérique et le monde entier voient les ravages de la ségrégation, la réalité des violences contre les Noirs dans le sud des États-Unis. C'est une histoire que la plupart des gens vont redécouvrir, y compris aux États-Unis, car personne, avant ce film, ne s'était jamais intéressé à Mamie Till et à tout ce qu'elle a enduré quand son fils a été assassiné. C'est une sacrée décision d'avoir voulu montrer aux yeux du monde ce qu'on lui avait fait au nom de violences racistes. Et la résonance de cette affaire a largement dépassé les frontières de l'Amérique. Car 1955, c'est aussi l'année où la télé, les journaux, les magazines ont commencé à être diffusés partout. L'Amérique s'est retrouvée stigmatisée. Les gens étaient tristes, en colère, et beaucoup sont devenus alors de fervents défenseurs des droits civiques. Martin Luther King, Robbie Hurley ou Rosa Parks, pour n'en citer que quelques-uns. Alors on comprend mieux du coup l'émotion qu'a suscité l'évection lors des nominations aux Oscars de la comédienne Danielle Deadwyler, qui incarne Mamie Till dans le film, certes un peu académique, mais qui retrace bien le parcours du combattant de cette femme, qui aura énormément fait avancer par son action, par son courage, la lutte qui a contribué à faire adopter le Civil Rights Act en 1964. La loi donc qui mettait fin officiellement à la ségrégation aux États-Unis, Corinne, en tout cas sur le papier, parce que les discriminations, les violences, il y en a tous les jours. La preuve, avec Tyre Nichols, il y a encore tellement peu de temps, George Floyd aussi, et ce film est aussi pour eux. Car 60 ans et quelques après le lynchage d'Emmett Till, le combat continue et finit parfois par payer avec l'adoption l'année dernière d'une loi qui fait désormais du lynchage un crime fédéral passible de 30 ans de prison, comme le réclamait la mère d'Emmett Till. La loi signée le 29 mars 2022 porte d'ailleurs son nom, loi Emmett Till, adoptée par le Parlement, ratifiée par Joe Biden dans les jardins des Roses de la Maison-Blanche, aux côtés de Kamala Harris, la première femme vice-présidente noire des États-Unis. Pour Chinonye Chukwu, il était temps. Je suis bien sûr très contente que cette loi ait été enfin adoptée. Mais pourquoi est-ce que cela a pris si longtemps ? Ce qui est arrivé à Emmett Till est encore tellement d'actualité 67 ans après. Les Noirs continuent toujours de se battre pour faire valoir leurs droits civiques. Et le phénomène est mondial. On l'a vu avec George Floyd. Les manifestations n'ont pas eu lieu qu'en Amérique. Partout dans le monde, on a protesté contre les violences raciales dans cette affaire. Des gens parfois qui voulaient aussi dénoncer des situations dans leur propre pays. That was happening in their own respective countries as well. Now I know what happens to any of us, anywhere in the world, had better be the business of us all. Sur le plan formel, le film n'est pas forcément une grande réussite de cinéma, mais son sujet lui est essentiel et vient documenter des décennies entières de lutte pour faire avancer les droits civiques des Noirs. Ça s'appelle Emmett Till, pardon Corinne, ça s'appelle Emmett Till, à voir à partir de ce mercredi au cinéma. Corinne Pellissier, merci. Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est donc l'événement international de la journée. Volodymyr Zelensky est en visite surprise en Europe, ce midi à Londres, ce soir à Paris, à Bruxelles probablement demain. Certainement même. Certainement demain, à Bruxelles demain. Pour vous, ce déplacement du président ukrainien doit se regarder comme un révélateur des craintes et des inquiétudes de Kiev après un an de guerre, et c'est votre monde d'après. Ça se complique. Voilà l'aveu de Volodymyr Zelensky. C'était le week-end dernier à Kiev. D'habitude, le président ukrainien est adepte des messages optimistes, mais ces derniers jours, il le reconnaît. La situation militaire est difficile dans l'est de l'Ukraine où l'ennemi est plus nombreux et se regroupe. C'est la première raison de ce déplacement spectaculaire de Volodymyr Zelensky. Pour la première fois depuis des mois, il est inquiet sur l'évolution militaire des prochaines semaines. Les forces russes gagnent du terrain, lentement, à l'issue de combats acharnés, mais elles en gagnent dans la région de Bakhmout en particulier. Et selon les services de renseignement occidentaux, plusieurs indices laissent imaginer une offensive russe à la fin de l'hiver. Donc, objectif numéro 1 de Zelensky, obtenir des armes de ses alliés occidentaux, de l'artillerie, beaucoup plus de munitions, des obus, c'est l'urgence. Et en attendant la livraison des chars de combat, les premiers sont attendus au printemps. Il veut obtenir donc la promesse de recevoir des avions de chasse. Il l'a martelé tout à l'heure devant le Parlement britannique. Il est en train de le redire en conférence de presse en ce moment même. Je vous le demande, des avions de combat, des ailes pour la liberté.
Le choix de démarrer cette tournée européenne par Londres ne doit rien au hasard. Les Britanniques, après les Américains, sont les plus gros fournisseurs d'aide militaire à l'Ukraine et ils ont été les premiers à promettre des chars lourds, en l'occurrence des Challenger. Signe d'ailleurs que le débat sur les avions bouge. Zelensky a obtenu aujourd'hui des Britanniques l'engagement qu'ils forment des pilotes ukrainiens. Et donc deuxième étape, c'est pour Paris et c'est ce soir, dîner avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz. C'est la traduction de la deuxième inquiétude de Zelensky, l'inquiétude politique. Le président ukrainien a beau s'être entretenu à 43 reprises avec Emmanuel Macron depuis un an et Paris a beau affirmer vouloir la victoire de l'Ukraine, quelques doutes subsistent. Volodymyr Zelensky le sait, en France comme en Allemagne, la crainte d'une escalade avec Moscou suscite des débats. D'ailleurs, Paris continue de proclamer ne pas vouloir la défaite de la Russie, uniquement la victoire de l'Ukraine. Certains diplomates demandent à mots couverts à conserver un canal de négociation avec Moscou. Les appels à des débats parlementaires sur l'engagement occidental se font jour, à Paris comme à Berlin. En Allemagne, les sondages montrent que la population est très partagée sur l'envoi des chars lourds et le risque d'engrenage. Et puis, outre-Atlantique, la nouvelle Chambre des représentants aux États-Unis, dominée par les Républicains, pourrait se montrer plus tatillonne sur les efforts budgétaires pour l'Ukraine, d'autant que le récent épisode du ballon chinois pousse Washington à se reconcentrer sur la menace de Pékin. Donc en venant à Paris, arrivée prévue pas avant 21h, Zelensky est bien sûr guidé par un objectif militaire, obtenir pourquoi pas des chars Leclerc ou des avions de chasse français, Mirage, Rafale. Emmanuel Macron n'a pas fermé la porte, mais il cherche surtout des garanties politiques. Et donc troisième étape, Bruxelles, demain pour le sommet de l'Union européenne, une troisième inquiétude ? Oui, le sujet à Bruxelles, comme toujours, c'est l'unité des 27. En se présentant en chair et en os au sommet européen, Zelensky veut faire souffler ce vent d'unité. Il devrait prononcer demain matin un discours devant le Parlement européen, pousser les 27 à accroître encore les sanctions économiques contre Moscou en demandant des sanctions ciblées contre certaines entreprises russes, défendre l'idée d'un fast track, c'est-à-dire un processus d'adhésion accéléré pour l'Ukraine. Or, cette idée, là aussi, ne fait pas l'unanimité parmi les 27, même parmi les meilleurs soutiens de l'Ukraine comme les États baltes. Tout simplement parce qu'il y a de nombreux autres pays candidats à l'Union européenne qui, pour certains, attendent depuis très longtemps. On pense aux pays des Balkans et il vivrait assez mal de se voir doublé par Kiev. À Bruxelles, Volodymyr Zelensky veut aussi s'assurer que le soutien à Kiev, militaire, humanitaire, économique, reste la priorité numéro 1 des Européens, à un moment où les diplomaties occidentales sont très préoccupées aussi par la riposte commerciale contre les mesures protectionnistes des États-Unis. Bref, après quasiment un an de guerre, les motifs d'inquiétude sont quand même multiples pour Volodymyr Zelensky, donc il fait ce qu'il sait faire de mieux, une opération de communication éclair pour toucher les opinions publiques et ressouder les rangs occidentaux derrière son flambeau. Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après, merci beaucoup. Jean-Marc, à demain. On reste ensemble, bien sûr, le 18-20. La suite, c'est le journal d'Hélène Philly. Ensuite, le téléphone sonne, ne bougez pas.